À la une de cette édition, le Conseil national ivoirien de lutte contre le sida a repris sa session annuelle ce 14 juillet 2023. Le point de la réponse nationale au sida a été fait pour dégager les orientations politiques pour l'atteinte des objectifs 95-95-95 d'ici fin 2025. Le ministre de l'Environnement de la Côte d'Ivoire a visité des cimenteries jouxtant le port d'Abidjan ce 14 juillet 2023. Jean-Luc Assis a apprécié les efforts des usines après les recommandations du Centre ivoirien anti-pollution. Bienvenue à tous pour ce rendez-vous de l'actualité sur Business 24 Africa, le salon international de l'agriculture et de l'industrie agroalimentaire de Yaoundé, en abrégé CIALI, tenu du 3 au 9 juillet au Cameroun, était placé sous le thème agriculture et agroalimentaire, enjeux et défis du libre-échange africain. Le rendez-vous régional de la production post-récolte a rassemblé plusieurs entreprises locales et étrangères sur le site du musée national. Plus de détails avec Jonathan Messi et Arnold Ndal au Cameroun. Promouvoir et renforcer le développement de l'agriculture et de l'industrie agroalimentaire, voilà le but du CIALI qui compte ainsi apporter sa contribution à la lutte contre le sous-développement, le chômage et la pauvreté, mais aussi booster la croissance et la satisfaction des besoins des populations. L'innovation de cette année, on a amené une société turque pour qu'on puisse cultiver toute l'année. Vous savez que ceux qui vont ouvrir les entreprises de fabrication de jus d'orange, de transformation de ceci, ne manquent pas de matières premières. Avant de transformer, il faut qu'on ait beaucoup de matières premières. Et pour avoir cette matière première, il faut qu'on cultive toute l'année. Donc c'est l'innovation de ce CIALI. Et on a invité aussi une confédération de jeunes à ce CIALI. Et le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle nous a fait honneur de venir parler aux jeunes que même si vous avez des masters, il faut un métier. Si vous avez des masters, formez-vous encore en ingénieur, comme votre niveau est déjà élevé, en ingénieur produit, ingénieur qualité. Sans formation, quand vous arrivez dans une entreprise, on vous demande qu'est-ce que vous savez faire. L'invité de cette année, dans une stratégie de développement visant à se faire connaître à l'international, n'a pas manqué de présenter l'objet de sa présence au Cameroun. Les différents systèmes qu'on a, c'est les suivants. Donc le système goutte à goutte qui s'adapte aux maraîchers comme aux arbres fruitiers, la micro-aspersion, l'aspersion, les brumisateurs et bien d'autres. Également, on importe au Cameroun les matériels pour la serre, les films agricoles, les motopompes et bientôt d'autres choses également qui pourront s'adapter aux besoins agricoles camerounais. La Sodecoton est venue au CIALI pour présenter son savoir-faire en termes de transformation du coton et des produits mis sur le marché au bénéfice de l'économie nationale, au bénéfice du consommateur camerounais. En filigrane, le Salon international de l'agriculture et de l'industrie agroalimentaire de Yaoundé est aussi une plateforme d'échange entre les pouvoirs publics et les entreprises de l'industrie agroalimentaire. De retour en Côte d'Ivoire, parlons de promotion de la culture. Les 4 lauréats de la 2e édition du concours de promotion du label Ivoire dénommé À chez nous pays sont connus. Le concours a été initié par la compagnie pétrolière Petro-Ivoire. Walter Kofi, Ismaël Doza. Le charbon recyclé de Yannick Gildas Kouadjo a été le choix du jury. À sa suite, 3 autres candidats, dont le prix de l'innovation, remporté par Alain Kwame, avec son carburant à base de déchets plastiques. Tous récompensés lors de la 2e édition du concours À chez nos pays, une recette trouvée par la compagnie ivoirienne Petro-Ivoire pour promouvoir le Made in Côte d'Ivoire. Mes remerciements vont bien évidemment à l'endroit de Petro-Ivoire qui a pris donc cette initiative sur elle de pouvoir à sa manière booster, donc on va dire ainsi, l'économie nationale en aidant cette jeunesse
que nous sommes à atteindre nos objectifs de création donc, de richesse. Et c'est un produit en fait qui est fait pour faciliter la vie de toutes les personnes qui n'aiment pas forcément préparer, qui n'ont pas le temps. Les lauréats bénéficieront de 1 an de référencement de leurs produits, et cela dans les 11 boutiques de Petro-Ivoire, ainsi que d'un accompagnement pour la certification Codinum, toute une démarche mise en place par l'entreprise qui veut, par la promotion de l'artisanat, créer plus d'emplois pour les jeunes. Nous nous sommes dit qu'il fallait que nous puissions contribuer en dehors de nos activités habituelles à l'éclosion de jeunes entrepreneurs qui ont souvent besoin d'un petit coup de pouce de départ. Comme nous aussi, quand nous étions petits, nous avons pu avoir des coups de pouce qui nous ont permis aujourd'hui de pouvoir avoir la taille que nous avons et de jouer le rôle que nous jouons dans le tissu économique de notre pays. La clôture de cette 2e édition du concours à Chez Nous Pays a été marquée par la présence du ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME. C'est un exemple dont doit s'inspirer en fait l'ensemble des grandes entreprises de Côte d'Ivoire. Il faut dire que depuis 2 ans, Petro-Ivoire s'est engagé à soutenir le potentiel des jeunes qui se distinguent par leurs aptitudes et leurs projets novateurs. L'objectif est de valoriser les talents locaux ainsi que de faire éclore des champions nationaux. Une note santé dans cette édition. Le Conseil national de lutte contre le sida a organisé ce 14 juillet 2023 au palais présidentiel la reprise de sa session annuelle, ce après 3 ans d'arrêt dû à la Covid-19. L'objectif général de cette session, faire le point de la réponse nationale au sida en vue de dégager les orientations politiques pour l'atteinte des objectifs 95 d'ici fin 2025. Diane Kablancan, Tima Traoré. Valider la matrice du plan opérationnel de lutte contre les IST, le VIH et le sida, présenter le bilan de la réponse nationale du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027, discuter des défis majeurs à surmonter en vue de l'atteinte des résultats attendus au plan national et enfin proposer des recommandations au CNLS en vue de prise de décision pour lever tous les obstacles afin de renforcer la lutte contre le sida. C'est l'objectif que veut atteindre le Conseil national de lutte contre le sida. À cet effet, il a organisé en présence de plusieurs personnalités du monde politique et de la santé ce vendredi au palais présidentiel la reprise de sa session annuelle après 3 ans d'arrêt. Décorée en guise de reconnaissance par le CNLS, la première dame de Côte d'Ivoire n'a pas manqué d'exprimer sa gratitude et sa satisfaction. Avec nous, Première dame Dominique Ouattara. Madame la Première dame, vos actions en faveur du couple mère-enfant, et spécialement des enfants infectés et affectés par le VIH-Sida, sont reconnues de tous en Côte d'Ivoire et partout. En votre qualité d'ambassadeur spécial de l'ONU-SIDA, vous contribuez à la lutte contre les inégalités d'accès au traitement pour les enfants et vous faites de l'élimination du sida pédiatrique une priorité. Et je suis très touchée que l'État de Côte d'Ivoire récompense à son tour mon dévouement pour cette cause qui me tient particulièrement à cœur. 3 années après la dernière session, en raison de la pandémie à Covid-19, cette 9e session du CNLS, qui était l'occasion de faire le bilan de lutte contre le sida et de donner les orientations politiques et stratégiques en vue de l'atteinte des objectifs nationaux et internationaux, était placée sur la présidence du vice-président de la République de Côte d'Ivoire. La tenue ce jour de la 9e édition de ce Conseil est l'occasion pour nous, et au nom du président de la République, de lancer un appel à la remobilisation ainsi qu'à l'action coordonnée et solidaire. Au terme de cette session, plusieurs points ont été touchés, notamment la matrice du plan opérationnel de lutte contre les IST et le VIH-Sida de 2023-2025 qui a été validé. Les orientations politiques pour la période 2023-2025 ont également été dégagées et des décisions prises pour renforcer la lutte contre le sida en Côte d'Ivoire. L'Afrique du Sud organisera du 22 au 24 août 2023 à Johannesburg
le prochain sommet des BRICS qui réunira les 5 grandes puissances émergentes que sont le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Serge Nedro, économiste spécialiste en intelligence économique, est l'invité du journal de Business 24 Africa pour parler des enjeux économiques et politiques de la rencontre. Serge Nedro, bienvenue sur le plateau de Business 24 Africa. Bonjour madame. Quels sont les enjeux? Tout de suite, je vous pose la question économique du prochain sommet des BRICS qui évoquera le partenariat avec l'Afrique pour le développement durable. Pour la bonne compréhension de vos téléspectateurs, je vais essayer plus ou moins de contextualiser un peu la question. Évidemment, on parle aujourd'hui des BRICS. Tout le monde essaie de comprendre ce qu'il y a lieu, ce qu'il va s'y passer, évidemment. Mais il faut dire que les BRICS viennent en fait de l'acronyme, c'est un sigle qui a été donné par l'économiste Jim O'Neill, qui était le président de Goldman Sachs Asset Management, et qui a fait part en fait de l'acronyme BRICS pour pouvoir mettre en exergue la montée en puissance des pays émergents tels que le Brésil, la Russie, la Chine et l'Inde. Et il a prévu comme ça, il prévoyait, j'ai envie de dire, cette montée en puissance en matière économique, en matière politique et en matière de relations internationales. Et depuis 2001, on a vu effectivement ces 4 grandes puissances, ces 4 grands pays émergents monter en puissance. Et ces pays émergents ont été rejoints par l'Afrique du Sud, je crois, en 2011. Donc ça devient maintenant BRICS au lieu de BRIC. Et il faut dire que à partir de là, il y a eu plusieurs sommets, mais ce sommet est un sommet particulier à partir en fait de l'environnement international dans lequel nous sommes, parce que nous sommes actuellement dans un environnement international très bouleversé par rapport à la guerre évidemment en Ukraine, aussi par rapport aux questions économiques telles que la dédollarisation et tout ça. Donc il faut dire que tout le monde regarde un peu plus ou moins ce sommet comme un sommet crucial pour la refonte du système de gouvernance mondiale. Et donc pour revenir un peu plus ou moins à votre question, évidemment ce sommet revêt plusieurs enjeux économiques. L'un de ces enjeux, c'est la redéfinition du système de gouvernance financière, parce qu'aujourd'hui les BRICS veulent, j'ai envie de dire, proposer une alternance financière aux institutions de Bretton Woods qui existent déjà, telles que la Banque mondiale et le FMI. C'est pour cela que vous voyez qu'il y a eu la création de la nouvelle banque de développement des BRICS, dirigée par Dilma Rousseff, l'ancienne présidente du Brésil. Et aujourd'hui, les BRICS également parlent de la création d'un fonds de 100 milliards de dollars, évidemment, pour pouvoir proposer des aides au développement aux pays qui veulent ou aux pays qui le désirent. Et nous voyons l'enthousiasme qui est suscité autour de cette institution qui est la nouvelle banque de développement, autour des BRICS, autour des questions que les BRICS essaient de porter au vu, je veux dire, du nombre important de pays en voie de développement tels que l'Égypte, le Nigeria qui veulent venir. Donc le premier enjeu, c'est vraiment cette alternance-là que ce sommet veut faire apparaître. Le deuxième enjeu, évidemment, c'est la création, le deuxième enjeu économique, c'est la création de la nouvelle monnaie. De plus en plus, les BRICS veulent affirmer leur hégémonie, j'ai envie de dire, ou le début de leur hégémonie au plan international, à telle enseigne que les BRICS veulent proposer la création d'une nouvelle monnaie qui serait arrimée à l'or ou qui serait arrimée à un panier de monnaies, c'est-à-dire des monnaies des 5 pays, vous voyez. Et donc, on voit ici que les BRICS veulent véritablement s'attaquer au troisième enjeu, mais qui est un enjeu qui n'est pas explicite en tant que tel, qui est l'enjeu de la dédollarisation, c'est-à-dire essayer de pouvoir convaincre plusieurs pays de laisser le dollar comme étant réserve de change et comme étant monnaie de transaction internationale. Et ça, c'est une question centrale pour les BRICS. Et l'idée derrière, évidemment, l'objectif ultime, c'est de dire au groupe du G7 qu'il y a une alternative
qu'il faut s'asseoir autour de la table pour pouvoir refonder, pour pouvoir, j'ai envie de dire, réécrire ou réexaminer, j'ai envie de dire, le système de gouvernance mondiale. Il y a justement plusieurs pays africains qui veulent faire partie des BRICS+, dont on parle aujourd'hui. Quel est l'intérêt de ces pays africains? Évidemment, il y a plusieurs pays africains, tels que le Nigeria, tels que l'Égypte, l'Algérie et tout ça, qui veulent s'intéresser, qui veulent rentrer même, j'ai envie de dire, dans le BRICS+. D'autres parlent de BRICS+, on parle aussi de l'Alliance internationale des BRICS. Évidemment, les pays africains ont un intérêt majeur. D'abord, c'est d'abord le fait qu'on voit venir un monde multipolaire, donc un monde qui offre aux pays africains une certaine possibilité de parler au bloc de l'Ouest, j'ai envie de dire au bloc occidental, comme j'ai envie de dire au BRICS, évidemment. Lorsque vous avez l'opportunité de faire un choix, vous avez évidemment les leviers en main pour pouvoir discuter ou tout ça. Donc ça c'est d'abord l'intérêt, le premier intérêt des pays africains. Évidemment, on peut donc aller négocier un prêt vers les institutions de Bretton Woods que sont la Banque mondiale, que sont le FMI, tout comme on peut aussi discuter d'un emprunt avec la nouvelle banque de développement des BRICS, donc diversification évidemment des sources de financement. Et donc si on dit diversification des sources de financement, ça veut dire que négociation des taux d'intérêt. Et donc ça veut dire qu'on peut prendre des taux d'intérêt les plus bas ou on peut prendre les offres les plus adaptées ou les plus adéquates aux pays africains. C'est le premier point. Le deuxième aspect qui serait important, c'est évidemment augmenter le volume, j'ai envie de dire, du commerce qui existe déjà entre les BRICS et les pays africains. Il faut dire que aujourd'hui, comme on le sait, la Chine est le premier partenaire commercial des pays africains. Quand vous prenez en Afrique du Nord, la Chine exporte aujourd'hui les matières premières telles que le gaz, telles que le pétrole, des pays comme l'Algérie, ainsi de suite, et tout ça, et l'Égypte. Et quand vous prenez l'Afrique de l'Ouest, la Chine essaie d'envoyer des investissements, tels que les investissements dans nos infrastructures routières, dans nos équipements, j'ai envie de dire, qui existent. Donc on sent vraiment une influence très puissante de la Chine, et au travers de cette influence de la Chine, les BRICS veulent vraiment s'insérer, et pourquoi pas, j'ai envie de dire, augmenter le volume de commerce qui existe entre les pays des BRICS et les pays africains. Question économique, intérêt, question politique aussi. Tout à fait. Lié, certainement. Tout à fait. Et donc, on le sait, eh bien que le président russe Vladimir Poutine, qui veut participer à cette rencontre, est visé par un mandat d'arrêt de la CPI pour crimes de guerre. Quels sont les scénarios possibles? Évidemment, on voit que le président Vladimir Poutine a été visé par un mandat d'arrêt international pour crimes de guerre, surtout pour crimes de déportation des enfants ukrainiens, j'ai envie de dire, en Russie. Mais il faut dire que cette question, elle va forcément se régler diplomatiquement. Elle va forcément se régler diplomatiquement parce que même jusqu'à hier, on entendait Joe Biden dans son discours à la fin évidemment du sommet qu'il y a eu, du sommet de l'OTAN qu'il y a eu en Europe. Joe Biden a laissé entendre que juste après la contre-offensive ukrainienne, il pourrait s'ouvrir des négociations entre la Russie et les États-Unis et l'Ukraine pour pouvoir sortir de cette crise. Donc on sent vraiment des leviers diplomatiques qui sont encore en marche et c'est de bonne guerre évidemment, mais la question ne se pose pas là. La question c'est de savoir est-ce qu'au plan international, est-ce qu'il ne va pas avoir des bouleversements de ce que nous voyons? Parce que évidemment, il y a un monde multipolaire qui vient, mais ce monde multipolaire sera accompagné du changement de la gouvernance mondiale, comme j'ai dit. Par exemple, comme je le disais tout à l'heure, la montée en puissance des pays émergents, ça se voit, c'est 40%, 45% de la population mondiale, c'est pratiquement, les BRICS c'est 45% de la population mondiale, c'est 31,5% du PIB de leur contribution en matière de production nationale, production mondiale, et contre 30,7% pour le G7. Mais on remarque que les pays des BRICS n'ont que 15% de droits de vote dans les institutions de Bretton Woods telles que la Banque mondiale et le FMI. Et on voit aussi que dans les pays émergents n'ont pas de représentation en tant que tel dans le Conseil de sécurité ayant des droits de vote. Par exemple, l'Afrique du Sud aujourd'hui veut se présenter comme le représentant des pays africains au Conseil de sécurité ayant le droit de vote. On voit aussi l'Allemagne
l'Allemagne, c'est vrai, qui est un pays riche, qui fait partie du G7, qui se présente. Donc, il y a vraiment une volonté du changement des institutions internationales qui régissent les relations internationales, vous voyez, et c'est ce que les BRICS veulent mettre en place. Donc, évidemment, nous, on peut poser la question de savoir est-ce qu'il sera... le président Poutine sera arrêté ou pas, mais je dis, la question n'est pas là, l'enjeu n'est pas là. L'enjeu, c'est de savoir, est-ce qu'après le sommet, évidemment, des BRICS à Johannesburg, est-ce qu'il sera mis sur la table les discussions autour de la refonte de la gouvernance mondiale? Est-ce qu'il sera mis sur la table des discussions autour du changement, j'ai envie de dire, de la structuration des relations internationales, telles que l'ONU, telles que le FMI, la Banque mondiale, ainsi de suite. D'autres disent aujourd'hui que, vu, j'ai envie de dire, le PIB en parité de pouvoir d'achat de la Chine, on aurait par exemple vu le déplacement, j'ai envie de dire, de la Banque mondiale à Pékin, de Washington à Pékin. C'est des questions qui se posent aujourd'hui, j'ai envie de dire, dans les canaux diplomatiques qui se discutent, mais de plus en plus qui viennent devant les médias. Et je pense que les nations, les populations mondiales veulent des discussions, veulent que les leaders internationaux se rencontrent et puissent discuter par rapport, par exemple, aux enjeux climatiques, aux enjeux de, genre, de développement durable, ainsi de suite. Donc il y a beaucoup d'enjeux, même les enjeux technologiques, où on parle aujourd'hui de l'intelligence artificielle, on parle aujourd'hui, j'ai envie de dire, des enjeux autour des semi-conducteurs, ainsi de suite. Donc on sent qu'il y a de nouveaux changements qui arrivent, et ces nouveaux changements demande ou requiert forcément un changement profond du système de gouvernance mondiale. C'est bien compris. Merci Serge Nedro d'avoir été sur le plateau de Business 24 Africa. Merci madame. Poursuivons cette édition avec la célébration des 40 ans de l'UVICOSI. L'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire était en fête. La fêtière des maires de Côte d'Ivoire a célébré ses 40 ans d'existence, un moment choisi par les élus locaux pour revisiter les réussites de l'Union, mais aussi pour se projeter. Une célébration qui a vu la participation de plusieurs personnalités, notamment des membres du gouvernement et présidents d'institutions. Mondésir Nascimento. 1983-2023, cela fait 40 ans que l'UVICOSI a été créé pour accompagner la politique de communalisation et favoriser un transfert effectif de compétences et de ressources afférentes vers les collectivités territoriales. 40 ans après, les élus locaux ont marqué un arrêt, non seulement pour célébrer cet âge, mais aussi faire le bilan et réfléchir sur l'avenir de cette union. Et c'est la commune de Cocody qui a abrité ce jubilé de l'UVICOSI, la fêtière des maires de Côte d'Ivoire. Devant un parterre de personnalités, notamment des présidents d'institutions, des membres du gouvernement, des partenaires et des populations, le président de l'UVICOSI, Claude Daopolin, a fait le bilan des actions, revisité les réussites et s'est projeté dans l'avenir. Une projection avec en prime la maison des maires. Comme vous le constatez, les maires sont des maillons essentiels de la construction du développement de notre pays. 40 ans. Oui, pendant 40 ans, les maires ont fait preuve de résilience, d'engagement, d'abnégation et de créativité. Ils ont œuvré sans relâche à l'amélioration de la qualité de vie, de la tranquillité et de la sérénité de nos populations. Les raisons de la création de l'UVICOSI étaient également l'établissement et le développement de liens de solidarité entre ses membres dans la perspective d'harmoniser leurs actions et d'adresser toutes les questions liées à la décentralisation. Et pour ce parcours, l'Union des villes et communes continue de recevoir du soutien 40 ans après sa création. Du soutien et des encouragements portés par le président du CESEC, Dr Eugène Akawele, et le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général Diomandé Vagondo. Au regard des acquis des 40 années d'existence, je voudrais exprimer à l'UVICOSI la fierté de la fêtière cadette, l'ARDCI, pour le travail remarquable qu'elle a accompli durant ces 40 années et présenter nos chaleureuses félicitations aux élus membres de l'UVICOSI. Au moment donc où l'UVICOSI célèbre les 40 ans de son existence, je voudrais encore une fois exprimer toute ma reconnaissance à Monsieur le Président de l'UVICOSI, ainsi qu'à tous les maires de Côte d'Ivoire pour la très bonne collaboration qu'ils entretiennent avec le département qui exerce la tutelle de l'État sur les collectivités territoriales. Créée le 6 juillet 1983,
L'UVICOSI a connu comme son tout premier président Martin Kwadwo Kwaku, autrefois maire de Yamoussoukro. Une visite de stand a permis aux autorités de se remémorer ces grands hommes qui ont donné de leur vie aux communes de Côte d'Ivoire. Toujours dans la célébration des 40 ans de l'UVICOSI, les maires ont évoqué les attentes pour les prochaines années. Il s'agit entre autres du statut de l'élu local et du transfert de compétences aux collectivités. D'abord, de façon personnelle, l'UVICOSI doit aider les maires, comme on l'a dit, à avoir un statut. Et aussi, l'UVICOSI, à travers son union, doit faire en sorte que, comme on l'a dit, les compétences qu'on puisse décentraliser, qu'on puisse ramener les compétences au niveau des collectivités. C'est d'abord le renforcement de la solidarité. On avait des préoccupations et le ministre vient de nous le dire. Il y a le statut de l'élu local qui va être pris en compte. La fonction publique territoriale est également envisagée. Mais enfin, tout ça, c'est pour l'amélioration des conditions de travail et en même temps des conditions de vie des populations. Je dirais que 40 ans de vie pour l'UVICOSI, c'est une progression notable au bénéfice des populations parce que la mission du développement local assignée à nous par le gouvernement, donc par le président de la République, est une mission qui doit permettre d'accomplir sur le terrain au profit donc, de ces populations la vision du président à travers les transferts de compétences que nous avons. Je voudrais saisir cette occasion pour demander aux grandes communes d'aider les petites communes pour qu'elles puissent bien se porter. Nous avons déjà les prémices de cette collaboration. Je crois avec le ministre d'en haut, ça va. Et nous avons l'espoir que ça ira mieux, de mieux en mieux. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, dit-on, mais c'est à grands pas que les choses se concrétisent pour l'université de Bondoukou. Dans 2 mois, l'université ouvrira ses portes à 500 meilleurs bacheliers de Côte d'Ivoire. À 2 mois de cette rentrée, les experts et universitaires ont procédé aux dernières touches sur les curricula des formations. Mon désir Nascimento. C'est à Grand Bassam que se tient le séminaire de validation des curricula des formations de l'université de Bondoukou. Ouvert le 14 juillet 2023, ce séminaire qui fait suite au pré-séminaire d'élaboration des parcours de formation tenu les 17, 18 et 19 février 2022 vise à valider les curricula des formations, les conditions d'accès des étudiants aux différentes UFR et à l'École nationale supérieure d'architecture et d'urbanisme de l'université de Bondoukou. Une université qui ouvrira pour la première fois ses portes octobre prochain. Après le séminaire de prévalidation tenu ici même à Grand Bassam l'année dernière, dans ce même hôtel, nous sommes réunis aujourd'hui jusqu'à samedi pour consolider les différentes maquettes afin de les rendre plus digestes. Rappelant les efforts consentis par l'État pour un système d'enseignement supérieur et de recherche performant, répondant aux besoins de développement économique et social, le professeur Adama Diawara, ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, a souligné en termes d'accroissement substantiel les capacités d'accueil des universités publiques. Cette nouvelle université de Bondoukou aura la particularité de produire, selon lui, des diplômés compétitifs au plan national, régional et international. Dans le cas particulier de l'université de Bondoukou, il faut savoir que c'est une université thématique, ce n'est pas une université généraliste type université Félix Houphouët-Boigny, c'est une université thématique, comme je l'ai dit, qui porte sur des thématiques qui sont en corrélation directe avec les potentialités socio-économiques de la région, de la grande région du Zanzan. Bon, cela dit, cette université va compter 4 unités de formation et de recherche, ce qu'on appelle des UFR, qui vont faire de la formation et de la recherche dans un certain nombre de domaines, notamment la communication, les lettres, les arts, les langues. Bâtie sur 305 hectares, l'université de Bondoukou sera construite en 4 phases et accueillera à terme 20 000 étudiants. À son ouverture en octobre prochain, elle accueillera déjà 500 étudiants, dont 60 à l'école d'architecture et d'urbanisme, qui seront sélectionnés suivant un processus compétitif comprenant une analyse de dossier, un test écrit d'admissibilité et un entretien d'admission.
Parlons environnement et développement durable. L'autorité du bassin du Niger est une organisation régionale du bassin du fleuve Niger intervenant sur la problématique de la mise en valeur et de la gestion de l'eau, de l'environnement et du développement intégré. En vue de permettre au PIDAC-BN de bénéficier de moyens financiers, il a été initié à Abidjan, en Côte d'Ivoire, un atelier national de concertation pour la mise en place du Fonds régional d'adaptation au changement climatique. Un reportage d'Ekou de Silva, Augustin Kra, commentaire Michel Brou. Ils sont venus des régions du Folon, de la Bagoué et du Kabadougou, des régions du nord de la Côte d'Ivoire. Objectif, participer à l'atelier national de concertation avec les acteurs afin de recueillir leurs perceptions sur la dégradation des ressources naturelles du bassin du Niger et mettre en place un fonds régional d'adaptation au changement climatique. À cette occasion, les participants ont présenté les problématiques du bassin en lien avec les changements climatiques, identifier les potentielles ressources de contribution au FRACC et identifier les principales activités qui pourraient être financées par ce fonds. Le PIDAC, comme c'est un projet limité dans le temps, le PIDAC va aider à mettre en place le fonds et puis le PIDAC va disparaître et c'est le fonds maintenant qui va continuer les activités que le PIDAC a amorcées. Puis cela, les activités de préservation du fleuve, les activités sont financées à partir des contributions des États membres. Donc, on sait que nos pays ont toujours des difficultés et les contributions ne sont pas régulières. Le secrétaire exécutif de l'ABN de nationalité tchadienne venu du Niger a saisi l'occasion pour donner les grandes lignes de l'ABN et tirer la sonnette d'alarme sur le phénomène de l'orpaillage clandestin, un véritable fléau en Afrique de l'Ouest. Au niveau des projets de développement, elle va lutter contre la dégradation du lit de fleuve avec un reboisement et aussi l'interdiction formelle de l'exploitation de l'or. Notons que l'ABN est une organisation sous-régionale. Elle regroupe 9 États d'Afrique de l'Ouest et du centre que sont le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Mali, le Niger, le Nigeria et le Tchad. Sa partie hydrologiquement active couvre près de 1 500 000 km². Les cimenteries exerçant dans le port d'Abidjan produisent des envolées de poussière qui créent un désagrément pour les riverains et l'environnement. Le ministre de l'Environnement a donc procédé ce 14 juillet 2023 à la visite des cimenteries jouxtant le port d'Abidjan. But de la visite, apprécier par lui-même les efforts consentis par ces usines après les recommandations du CIAPOL. Reportage de Philippe Zabo et d'Ézéchiel Seri. La visite des cimenteries effectuée par le ministre de l'Environnement et sa suite dans les cimenteries exerçant dans le port d'Abidjan a été un grand oral pour leur directeur. Chacun voulant montrer ou démontrer les efforts déployés sur le terrain pour assainir son environnement et en finir avec les envolées de poussière qui dévastent l'environnement. Mais que reproche le ministre et le CIAPOL aux cimenteries? C'est l'émanation de poussière. Puisque leur matière première, c'est le clinker. C'est ça qui fait que lorsqu'on fait la manutention, les poussières se soulèvent. Et ça impacte les populations riveraines. Et donc nous, on leur a recommandé d'améliorer. Pour atténuer les envolées de poussière, c'est le directeur du terminal vraquier Abidjan qui a présenté les investissements faits. Alors Monsieur le ministre nous a fait l'honneur de sa visite au niveau du terminal. On a pu lui présenter les actions qui sont entreprises par le groupe pour justement réduire son impact dans la zone au niveau des poussières. On a listé les différentes actions qui ont été menées, notamment l'amélioration de la filtration des différents équipements, l'acquisition d'équipements de dernière génération pour le déchargement des navires. Quant au ministre de l'Environnement, après s'être entretenu avec toutes les parties prenantes, il a apprécié leurs investissements à leur juste valeur. Nous sommes ici à TVA, dans une société qui s'appelle TVA, le terminal vraquier, et qui gère un peu tout le clinker. Vous savez que c'est toute la poussière qui se dégage au niveau du port ici provient donc du clinker. Alors il fallait d'abord visiter cette structure pour voir quelles sont les dispositions
qui sont prises pour pouvoir donc atténuer donc l'émanation des poussières. Ce sont au total 4 entreprises travaillant dans le ciment qui ont été visitées par le ministre de l'Environnement. Les cimentiers Simivoire, Lafarge Holcim, SCA et TVA qui déchargent le clinker, la matière première rentrant dans la confection du ciment. Rendons-nous à San Pedro. Proforest, en collaboration avec ses partenaires, l'ONG Impactum, la GIZ, le Conseil régional et la World Cocoa Foundation, ont organisé un atelier de validation du plan de gestion et d'investissement de la région de San Pedro. Objectif, valider le plan d'investissement de la région et susciter l'engagement des parties prenantes à travers la signature d'une lettre d'intention. Abel Kwao, Djekou de Silva, Michel Brou. Après les allocutions, plusieurs présentations ont été faites. Il s'agit de la présentation du plan de gestion, les objectifs et les résultats. Les activités identifiées ont été validées lors des différentes consultations. Puis ont suivi des échanges et discussions sur le plan de la gestion. Je pense que c'est un bon projet, en ce sens qu'il nous permet de maintenir le peu des parcelles de forêt que nous avons dans la région. Voilà. Si nous ne prenons pas garde, ce peu-là qui nous reste risque d'être dilapidé. L'objectif de cette activité, c'est vraiment de valider ce plan qui a été élaboré de façon participative et inclusive, donc qui a pris en compte l'ensemble des acteurs du secteur public, du secteur privé, les communautés locales et aussi toutes les organisations donc au niveau de la région de San Pedro. Pour le sous-préfet de Grand Bérébi, cet atelier vient à point nommé car ses actions contribuent à l'amélioration du couvert forestier en Côte d'Ivoire. Et donc cet atelier vient à point nommé. 2 jours qui ont permis que tous ces acteurs qui ont été cités mettent ensemble des réflexions pour voir comment est-ce que l'on pourrait gérer durablement nos ressources forestières pour assurer les meilleures conditions de vie des populations, mais également pour redorer notre blason forestier qui tend à disparaître. Il est bon de rappeler que l'initiative du paysage de San Pedro est mise en œuvre par une coalition composée de Proforest par le biais de son programme Paysage de production de la World Cocoa Foundation et d'Impactum. La coalition assure le cadrage général des activités de mise en œuvre. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour cette édition préparée par la rédaction de Business 24 Africa. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme.